Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Les idées philosophiques de Paul Ricoeur. Introduction. Paul Ricoeur né le 27 février 1913 à Valence, Drôme, et mort le 20 mai 2005 à Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine. Est un philosophe français. Il s'inscrit dans le courant de la philologie et de l'herméneutique en dialogue constant avec les sciences humaines et sociales. Il s'intéresse aussi à l'existentialisme chrétien et à la théologie protestante. Son œuvre est axée autour du concept de sens, de subjectivité et de fonction heuristique de la fiction, notamment dans la littérature et l'histoire. Œuvre de Paul Ricoeur. L'œuvre de Paul Ricoeur a commencé après la guerre mondiale 2 sous le signe de la philosophie de la volonté 1950 et de l'éthique sociale, Histoire et vérité 1955. Son parcours lui conduit de la phénoménologie et de l'agir à une herméneutique critique de l'interprétation ici sur Freud 1966 et le conflit des interprétations 1969. Puis à une poétique de temps et de l'action, la métaphore vive 1975, temps et récit 1983-1985, du texte à l'action 1986, qui rompt avec la clôture structuraliste du langage, soi-même comme une autre 1990, propose des variations sur le sujet sensible, parlant et agissant. On y trouve fortement articulée une philosophie morale et politique prolongée par plusieurs recueils de textes traitant des problèmes de la justice comme vertu et comme institution. Lecture 1, Eulogiste 1 et 2 entre 1991 et 2001. Il ne cesse cependant de rester en débat avec des sources non philosophiques de la philosophie, et notamment les textes bibliques. Lecture 3, 1994, Penser la Bible, 1998. En 2000, il publie La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est la question d'une juste représentation du passé. C'est à cette occasion qu'Emmanuel Macron et son assistant Edito Real. Et en 2004, encore un parcours de la reconnaissance qui place celle-ci avec ses incertitudes et ses difficiles mutualités au cœur du lien social. Ricoeur se situe à la croisée de trois grandes traditions philosophiques, l'existentialisme, la philologie et son ouverture vers l'herméneutique et la philosophie analytique. Maintenant, les idées philosophiques de Paul Ricoeur. Premièrement, la philologie. Ricoeur s'est intéressé à la philologie husserlienne et contribua à l'introduire en France. Il traduit notamment les Idines d'Edmond Husserl, Idine 1, et produit un travail sur l'héritage philologique en général en 1986, intitulé À l'école de la philologie. Sa thèse de doctorat, qui date de 1950 et porte sur la philosophie de la volonté, est imprégnée de pensée philologique. Elle consiste pour le premier volume en une édiétique de la volonté, dans le prolongement de la théorie husserlienne de l'éthique. La philologie n'est cependant pas l'horizon complet de la méthodologie de Ricoeur. Le paragraphe intitulé La méthode descriptive et ses limites que l'on trouve dès les premières pages de la philosophie de la volonté, en appuyant les limites de la méthode descriptive, soit de la philologie, marque le caractère limité de ce qui ne peut combler l'aspiration du philosophe à l'inconditionné, c'est-à-dire à l'unité. C'est pourquoi la méthode philologique, qui ne décrit le phénomène que pour autant qu'elle le brise, qu'elle en montre la dualité d'intelligibilité, est appelée à un dépassement. Le titre du premier tome de la philosophie de la volonté marque cette dualité, le volontaire et l'involontaire.
La phénoménologie appliquée à l'étude de la volonté échouait à fournir une intelligibilité totale ou de moins unifiée de ces phénomènes tendus entre le pôle volontaire et le pôle involontaire. C'est pourquoi Ricoeur s'efforce en permanence de trouver l'unité des phénomènes de la volonté à un plan non phénoménologique, à un plan ontologique. Pourtant, cette ontologie, comme en témoigne la conférence que Ricoeur prend devant ce maître, l'unité du volontaire et de l'involontaire comme idée limite, reste une marge, un résidu de la phénoménologie. La réflexion n'atteindrait ainsi l'être que par le détour de la phénoménologie, en tant que la phénoménologie est claire par la dualité même qu'elle révèle dans le phénomène sur la nécessité de trouver une unité au-delà d'un plan strictement ontique. Selon Paul Ricoeur, la fonction centrale de l'herméneutique est de récupérer et de restaurer le sens. Il choisit le modèle de la phénoménologie de la religion en soulignant qu'elle est caractérisée par la préoccupation sur l'objet. Il écrit sur quelques auteurs dans le domaine comme le suivant: Rodolphe Otto, Gerardus van der Leeuw, Maurice Leonhard et Marcia Eliade. Selon Rodolphe Otto, le sacré est le mysterium Dremondium et fascinance. Gerardus van der Leeuw l'envisage comme une autocratie. Cette autocratie devient une théorie de la cratophanie chez le phénoménologue néo-landais de la religion et de la hérophanie chez le phénoménologue romain de la religion Marcia Eliade. L'objet de la religion, le sacré, est vu en relation avec le profane. Marcia Eliade suit le modèle proposé par Paul Ricoeur en dégageant ce qu'il définit comme le trois grands réductionnisme, celui de Karl Marx qui aurait, selon lui, réduit la société à l'économie, en particulier au rapport de production, celui de Friedrich Nietzsche qui aurait réduit l'homme à la volonté de puissance, est un concept arbitraire de surhomme. Celui de Sigmund Freud, qui aurait réduit la nature humaine à un instinct sexuel. Pour Ricoeur, les appelait le trois grand destructeur, le maître de la suspicion. Maintenant, études bibliques chez Paul Ricoeur. Ces études consacrées à l'herméneutique et à l'exégèse biblique sont un autre aspect de sa philosophie. Lui-même protestant, Paul Ricoeur a accordé une importance au dialogue entre philosophie et religion. Voir par exemple l'herméneutique biblique, une lecture tome 3. Il s'intéressait entre autres à la théologie, à l'histoire des religions et aux études bibliques. Maintenant, la philosophie herméneutique, selon Paul Ricoeur. L'herméneutique Paul Ricoeur est soutenue par la question de l'interprétation, interprétation des Écritures, que sont les textes bibliques, interprétation des symptômes psychanalytiques, comme dans son livre de l'interprétation aussi sur Freud. Dans ses fondements et dans ses fins, l'herméneutique se développe en passant notamment par une analyse de symboles, ce qui l'amène à une discussion avec la psychanalyse dans son essai sur Freud de l'interprétation. Il expose dans le terme suivant la fonction de l'herméneutique. Pour une sémiotique, le seul concept opératoire reste celui des textes littéraires. L'herméneutique, en revanche, s'efforce de reconstruire l'arc entier des opérations grâce auxquelles l'expérience pratique se donne des œuvres des auteurs et des lecteurs. L'enjeu, c'est donc le processus concret à travers lequel la configuration textuelle sert de médiateur entre la préfiguration du champ pratique
et sa réfiguration grâce à la réception de l'œuvre. La finalité de l'herméneutique préoccupe Ricoeur, c'est-à-dire son rôle dans la constitution de la subjectivité. L'herméneutique est ainsi limitée. Elle n'est pas une fin en soi, mais l'objet d'un détour dans le retour à soi. C'est la raison pour laquelle la réflexion herméneutique est liée à un souci ontologique. L'être n'est pas seulement interprété, il est retrouvé par l'interprétation, mais le déborde cet effort de retrouver l'être qui fonde l'interprétation se déploie notamment dans le dernier chapitre de Soi-même comme un autre, dans lequel le Ricoeur se force de manière exploratoire de décrire en termes de conatus l'origine de soi. Maintenant, une autre partie approche de Paul Ricoeur l'analyse de la métaphore. L'étude de la métaphore est un élément significatif dans son travail. Dans la métaphore vive, paru en 1975, Ricoeur étudie en effet la fonction poétique de la langue et plus précisément le concept de trope qui est analysé sous l'angle linguistique, poétique, philosophique. Car la figure de style est en particulier la métaphore est pour Ricoeur un procédé cognitif original est avec sa propre valeur la fonction de transfiguration du réel que nous reconnaissons à la fiction poétique implique que nous cessions d'identifier réalité empirique ou en d'autres termes que nous cessions d'identifier expérience et expérience empirique. Le langage poétique tire son prestige de sa capacité à exprimer des aspects de ce que Husserl appelait Lebenswelt, Heidegger Anderweltsein, de la sorte qu'il exige que nous critiquions notre concept conventionnel de la vérité, c'est-à-dire que nous cessions de les limiter à la cohérence logique et à la vérification empirique, de façon à prendre en compte la prétention de vérité liée à l'action transfigurante de la fiction. Il écrit même pour Ricoeur, la métaphore c'est la capacité de produire un sens nouveau, au point de l'étincelle de sens où une incompatibilité sémantique se fondre dans la confrontation de plusieurs niveaux de signification pour produire une signification nouvelle qui n'existe que sur la ligne de fracture de champ sémantique. Dans le cas du narratif, je m'étais risqué à dire que ce que j'appelle la synthèse de l'hétérogène n'est créé pas moins de nouveautés que la métaphore, mais cette fois dans la dans la configuration d'une temporalité racontée, d'une temporalité narrative. Cette découverte de la fonction cognitive de la métaphore repose sur le dépassement du traitement habituel de la métaphore qui voit en elle un simple phénomène linguistique de transport de sens. Pour comprendre cela, Ricoeur propose de voir que la métaphore ne prend tout son sens que restitué dans le texte dans son ensemble. Maintenant, étude du récit selon Paul Ricoeur. En 1983, suivait le 3 volumes de Temps récit dans lequel il met en avant la proximité entre la temporalité de l'historiographie et celle du discours littéraire. On retrouve ici la volonté du Ricoeur de lier la réflexion philosophique sur la nature du récit avec l'approche linguistique et poétique. Travaux sur l'histoire. Ricoeur, sans pratiquer la philosophie de l'histoire, s'intéresse à l'histoire dans une perspective philosophique, dans Histoire et vérité, 1955. Il tente de définir la nature du concept de vérité en histoire et de différencier l'objectivité en histoire de l'objectivité dans les sciences dites
exact. Bien des années plus tard, il se consacre à des questions culturelles et historiques dans une approche philologique et herméneutique. Il nourrit la discussion portant sur la mémoire, le devoir de mémoire et la mémoire culturelle dont la mémoire, l'histoire, l'oubli 2000. Maintenant, partie éthique, la philosophie éthique chez Paul Ricoeur. L'éthique a été une des préoccupations de Ricoeur. Faut-il faire une distinction entre morale et éthique? À vrai dire, rien dans l'étymologie ou dans l'histoire de l'emploi du mot ne l'impose. L'un vient du latin, l'autre du grec ancien. Et les deux renvoient, vous voyez, à l'idée de mœurs, ethos, mors. On peut toutefois discerner une nuance, selon que l'on met l'accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s'impose comme obligatoire. C'est par convention que je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes et celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et par un effet de contrainte. On reconnaîtra aisément dans la distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes l'opposition entre deux héritages. L'héritage aristotélicien, où l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique de telos, signifiant fin, et un héritage conscient où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique. Déontologique signifie précisément devoir. Soi-même comme un autre. Septième étude, 1990. Ricoeur propose donc de placer l'éthique, c'est-à-dire la question de la visée de la vie, avant la morale, la question de normes. L'éthique permettra, dans le page suivante de soi-même comme un autre, au philosophe de penser l'estime de soi, alors que la morale s'interrogera sur le respect de soi. Si Ricoeur se garde de définir trop précisément la vie bonne, il suggère que chacun doive y réfléchir en partant d'une réflexion sur ce qu'est la vie d'un homme. Cette pensée le conduit rapidement à la sollicitude envers l'autre. La visée éthique est avec et pour l'autre, toujours grâce à Aristote. Il propose de prendre l'amitié comme médiateur entre la visée de la vie bonne et la question de la justice. En effet, l'estime de soi, ses remarques sont sollicitudes qui trouve son modèle dans l'amitié. Mais la rencontre de l'autre ne peut toujours être amicale, car elle ne se perd pas toujours dans des relations entre égaux désirant le vivre ensemble. Cette situation ne couvre pas toutes les situations de rencontre de l'autre. C'est là que la réflexion du manuel de Lévinas sur l'autre qui donne une injonction d'amour et l'autre qui est souffrant permet à Ricoeur de pousser la recherche de l'égalité dans des contextes d'inégalité. L'égalité n'est retrouvée dans ces situations que par la vue partagée de la fragilité, finalement de la moralité. Cela conduit le philosophe à introduire le concept de réversibilité de rôle, l'insubstituabilité des personnes et finalement de similitude entre elles. Ce dernier concept lui permet de mettre comme fondement éthique l'estime de l'autre comme soi-même et équivalent à l'estime de soi-même comme un autre. C'est alors que se pose la question des institutions, car il n'y a pas qu'une relation de face à face, il y a aussi un il qui suggère une idée de pluralité. Le vivre bien ne se limite donc pas à soi et aux relations
personnel, mais s'étend aussi aux institutions. Au terme de sa réflexion sur les institutions justes, toujours dans son volet éthique et non moral, Ricoeur détermine que le vis-à-vis de soi dans chaque humain est donné par l'idée d'égalité. Cette égalité permet des institutions justes. Euh, voilà notre intervention autour de la philosophie de Paul Ricoeur. Les idées philosophiques de Paul Ricoeur est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.